Chapitre 7. Des pas se firent entendre près de la porte, et la princesse Betsy, sachant que c'était Anna, regarda Vronsky. Il tenait les yeux fixés sur la porte, et son visage avait une expression étrange. Il contemplait la nouvelle venue d'un air tout à la fois joyeux, insistant et timide, et il se levait lentement de son siège. Anna entra. Se tenant très droite, comme toujours, elle parcourut de son pas léger, décidé et rapide, qui la distinguait des autres femmes du monde, la distance qui la séparait de la maîtresse de maison, lui serra la main, lui sourit et, avec le même sourire, se tourna vers Vronsky. Vronsky s'inclina très bas et lui avança une chaise. Elle ne lui répondit que par une inclinaison de tête, rougit et fronça les sourcils. Mais aussitôt, saluant ses connaissances d'un vif mouvement de tête et serrant les mains tendues, elle se tourna vers la maîtresse de maison. « Je suis allé chez la comtesse Lydie. Je voulais venir plus tôt, mais j'ai été retenu. Il y avait Sir John chez elle. Il est très intéressant. »« Ah, ce missionnaire ?» ?»« Oui, il a parlé de façon passionnante de la vie aux Indes. » La conversation, interrompue par son arrivée, vacilla de nouveau comme la flamme d'une lampe sur laquelle on souffle. « Sir John ? Ah oui, Sir John. Je l'ai vu, il parle bien. La Vlassiev est tout à fait amoureuse de lui. Est-il vrai que la plus jeune des Vlassiev épouse Topov ? Oui, on dit que c'est décidé. Je m'étonne que les parents acceptent. Il paraît que c'était une passion. Une passion ? Quelles sont ces idées antédiluviennes ? Qui parle de passion à l'heure actuelle ? Dit la femme de l'ambassadeur. Que faire ? Cette bête de vieille mode ne veut pas passer, dit Vronsky. Tant pis pour ceux qui la suivent. Les seuls mariages heureux que je connaisse sont des mariages de raison. Oui, mais bien souvent ce bonheur s'évanouit en fumée. Précisément lorsqu'apparaît cette passion qu'on avait reniée, dit Vronsky. Et nous ne disons mariage de raison que lorsque de part et d'autre, on a épuisé toutes les folies de jeunesse. C'est comme la scarlatine, il faut passer par là. Dans ce cas, il faut apprendre à inoculer artificiellement l'amour, comme la petite vérole. Dans ma jeunesse, j'étais amoureuse d'un chantre, dit la princesse McCoy. J'ignore si cela m'a été de quelque utilité. Non, je crois, sans plaisanterie, que pour connaître l'amour, il faut se tromper, et ensuite reprendre le droit chemin, dit la princesse Betsy. Même après le mariage, dit la femme de l'ambassadeur d'un ton ironique. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, dit le diplomate, récitant un proverbe anglais. Précisément, riposta Vronsky. Il faut se tromper, puis s'amender. Qu'en pensez-vous ? Dit-il, en se tournant vers Anna qui, un sourire imperceptible aux lèvres, écoutait cette conversation. Je crois, dit Anna, en jouant avec un de ses gants qu'elle avait ôté. Je crois que autant d'esprit, autant d'avis, c'est-à-dire autant de cœur, autant de façons d'aimer. Vronsky regardait Anna et, le cœur défaillant, attendait ce qu'elle allait dire. Il soupira comme après un danger lorsqu'elle eut prononcé ces paroles. Anna s'adressa à lui à brûle-pourpoint. « J'ai reçu une lettre de Moscou. On m'écrit que Kitty Tcherbatsky est très malade. »« Vraiment ?» dit Vronsky en fronçant les sourcils. Anna lui jeta un regard sévère. « Cela ne vous intéresse pas ? » ?»« Beaucoup, au contraire. Que vous écrit-on exactement ? Peut-on savoir ? » demanda-t-il. Anna se leva et s'approcha de Betsy. « Donnez-moi une tasse de thé, » dit-elle, et elle resta debout derrière la chaise de son amie. Tandis que Betsy lui versait du thé, Vronsky vint rejoindre Anna. « Que vous écrit-on » répéta-t-il. « Je me dis souvent que les hommes ne savent pas ce que c'est que la noblesse, quoiqu'ils en parlent constamment, » dit Anna sans lui répondre. « Il y a longtemps que je voulais vous le dire, » ajouta-t-elle, et, faisant quelques pas, elle s'assit près d'une encoignure chargée d'albums. « Je ne comprends
Pardon. Je ne comprends pas très bien la signification de vos paroles, dit-il en lui tendant la tasse. Elle jeta aussitôt un regard sur le divan à côté d'elle, et s'y jeta. Oui, je voulais vous le dire, dit-elle, sans le regarder. Vous avez mal agi, très mal. Croyez-vous que je l'ignore? Mais à qui la faute? Pourquoi me dites-vous cela? Dit-elle en le regardant sévèrement. Vous le savez, répondit-il hardiment, en supportant son regard sans baisser les yeux. Ce fut elle qui se troubla. Cela montre seulement que vous n'avez pas de cœur, dit-elle. Mais son regard disait qu'elle savait qu'il avait un cœur, et que c'était pour cela qu'elle avait peur de lui. Ce dont vous parliez à l'instant était une erreur, non l'amour. Souvenez-vous que je vous ai interdit de prononcer ce mot. Cet horrible mot, dit Anna en frissonnant. Mais, à l'instant même, elle sentit que par ce seul mot, interdit, elle montrait qu'elle se reconnaissait certains droits sur lui, et par là même l'encourageait à lui parler d'amour. Il y a longtemps que je voulais vous le dire, reprit-elle, en le regardant avec un air décidé, tandis que le rouge lui montait aux joues. Aujourd'hui, je suis venu exprès, sachant que je vous rencontrerai. Je suis venu vous dire que ceci doit finir. Je n'ai jamais rougi devant personne, et vous me forcez à me sentir coupable. Il la regarda et fut frappé de la nouvelle beauté spirituelle de son visage. « Que voulez-vous de moi ?» lui demanda-t-il simplement, et d'un ton sérieux. « Je veux que vous retourniez à Moscou. Demandez pardon à Kitty, dit-elle. « Vous ne voulez pas cela, dit-il. Il voyait qu'elle disait ce qu'elle se forçait à dire, et non ce qu'elle désirait. « Si vous m'aimez comme vous le dites, murmura-t-elle, faites que je sois tranquille. » Le visage de Vronsky s'illumina. « Ne savez-vous pas que vous êtes toute ma vie? Mais je ne saurais ni ne pourrais vous donner la tranquillité. Moi-même, tout entier, mon amour. Oui, je ne puis penser à vous et à moi séparément. Vous et moi, nous ne faisons plus qu'un à mes yeux. Je vois une possibilité de désespoir, de malheur. Ou je vois une possibilité de bonheur. Et quel bonheur! Est-il vraiment irréalisable? Ajouta-t-il, en remuant seulement les lèvres. Mais elle l'entendit. Elle tendait toutes les forces de son esprit pour dire ce qu'il fallait. Mais, au lieu de parler, elle arrêta sur lui un regard plein d'amour et ne répondit rien. Nous y sommes, songeait-il avec transport, alors que je commençais à désespérer, que je ne voyais pas la fin de tout ceci. Elle-même, elle me l'avoue. Faites cela pour moi. Ne me parlez plus jamais ainsi. Alors, nous serons bons amis, dit-elle, mais son regard parlait tout différemment. Nous ne serons jamais amis, vous le savez bien. Serons-nous les plus heureux ou les plus malheureux des êtres? C'est à vous d'en décider. Elle voulut dire quelque chose, mais il l'interrompit. Tout ce que je demande, c'est le droit d'espérer et de souffrir. Comme en ce moment. Si c'est impossible, ordonnez-moi de disparaître. Je disparaîtrai. Vous ne me verrez plus, si ma présence vous est pénible. Je ne veux pas vous chasser. Alors ne changez rien. Laissez les choses comme elles sont, dit-il d'une voix tremblante. Voici votre mari. De ce fait, en cet instant, Alexis Alexandrovitch entrait dans le salon, de son pas lourd et tranquille. Il jeta un coup d'œil vers sa femme et Vronsky, s'approcha de la maîtresse de maison et, après s'être assis près de la table à thé, commença à parler de sa voix lente, toujours distincte, sur son ton habituel de persiflage. « Votre Rambouillet est au complet, dit-il en parcourant du regard toute la société, les crasses, les muses. Et la princesse Betsy ne pouvait supporter ce ton, sneering, comme elle l'appelait. En maîtresse de maison avisée, elle l'orienta aussitôt vers un sujet sérieux, le service militaire obligatoire. Alexis Alexandrovitch se laissa entraîner dans la conversation et se mit à défendre la nouvelle loi contre la princesse Betsy qui l'avait attaquée. Vronsky et Anna
étaient toujours assis près de leur petite table. « Cela devient indécent !» chuchota une dame en désignant des yeux Vronsky, Anna et son mari. « Je vous l'avais dit !» répondit l'ami d'Anna. Non seulement ces dames, mais presque tous les assistants, y compris la princesse Miakoï et Betsy elle-même, jetèrent à plusieurs reprises les yeux sur ceux qui s'étaient éloignés du cercle, comme pour ne pas être dérangés. Alexis Alexandrovitch fut le seul à ne pas les regarder et à ne pas se laisser distraire de la conversation intéressante qu'il avait entamée. Remarquant le mauvais effet produit sur ses invités, la princesse Betsy se fit remplacer par une autre personne auprès d'Alexis Alexandrovitch et rejoignit Anna. « J'admire toujours la clarté et la précision de langage de votre mari, » dit-elle. « Les conceptions les plus transcendantes me deviennent accessibles lorsqu'il parle. »« Oh oui, » dit Anna, rayonnante de bonheur et ne comprenant pas un mot de ce que lui disait Betsy. Elle revint près de la grande table et prit part à la conversation générale. Alexis Alexandrovitch, après être resté une demi-heure, s'approcha de sa femme et lui proposa de rentrer avec lui. Mais elle lui répondit, sans le regarder, qu'elle resterait souper. Alexis Alexandrovitch s'inclina et sortit. Le vieux cocher des Karénines, un gros tatar en veste de cuir, retenait avec peine le cheval gris de volée qui se cabrait devant le perron, transi de froid. Un laquais tenait la portière. Le Suisse gardait la porte d'entrée grande ouverte. Anna Arkadievna détachait d'une main nerveuse la dentelle de sa manche qui s'était accrochée à l'agrafe de sa pelisse, et la tête penchée, écoutait avec transport ce que lui disait Vronsky en la reconduisant. « Vous n'avez rien dit, c'est vrai, et je n'exige rien, disait-il. Mais vous savez que ce n'est pas d'amitié que j'ai besoin. Pour moi, le seul bonheur de l'existence est contenu dans ce mot que vous détestez tant. L'amour. L'amour, répéta-t-elle, lentement, comme si elle se parlait à elle-même, et, soudain, au moment où elle détachait sa dentelle, elle ajouta « Je n'aime pas ce mot, précisément parce qu'il est trop lourd de sens pour moi. Beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Et elle le regarda au visage. « Au revoir. » Elle lui tendit la main et, d'un pas souple et rapide, passa devant le Suisse et disparut dans sa voiture. Son regard, le contact de sa main avait brûlé Vronsky. Il baisa sa paume à l'endroit où elle l'avait effleurée et rentra chez lui, heureux, avec la conviction que cette soirée l'avait rapproché de son but, plus que les 2 mois précédents. Chapitre 8. Alexis Alexandrovitch n'avait trouvé d'extraordinaire ni d'inconvenant à ce que sa femme fût restée assise à l'écart auprès de Vronsky, en lui parlant avec animation. Mais il avait remarqué que cela avait paru extraordinaire et inconvenant aux autres insistants. Et ce fut ainsi qu'il s'avisa de le trouver inconvenant. Il décida qu'il fallait en parler à sa femme. Rentré chez lui, Alexis Alexandrovitch passa dans son cabinet, comme il le faisait habituellement. S'assit dans son fauteuil, ouvrit son livre sur le papisme à l'endroit marqué par le coupe-papier, et lut, selon sa coutume, jusqu'à 1h du matin. De temps en temps, il se passait la main sur le front et secouait la tête, comme pour chasser une pensée désagréable. À l'heure habituelle, il se leva et fit sa toilette de nuit. Anna Arkadievna n'était pas encore rentrée. Son livre sous le bras, il monta aux premiers étages. Mais, ce soir-là, ses réflexions ordinaires et ses préoccupations de service étaient remplacées par la pensée de sa femme et d'un événement désagréable qui lui était arrivé. Contrairement à son habitude, il ne se coucha pas, mais, les bras croisés derrière le dos, se mit à arpenter son appartement. Il ne pouvait se coucher parce qu'il sentait qu'il lui fallait auparavant envisager tous les aspects de l'incident qui venait de se produire. Lorsqu'Alexis Alexandrovitch avait décidé qu'il fallait parler à sa femme, cela lui avait paru très facile,
et très simple. Et maintenant qu'il réfléchissait sérieusement à l'incident, cela lui paraissait très difficile et très compliqué. Alexis Alexandrovitch n'était pas jaloux. La jalousie, selon lui, était humiliante pour sa femme, et il fallait avoir confiance en elle. Pourquoi fallait-il avoir confiance? Autrement dit, être intimement persuadé que sa jeune femme l'aimerait toujours. Il ne se le demandait pas, mais il n'était pas inquiet, parce qu'il avait confiance et se disait qu'il était dans le vrai. Mais maintenant, quoiqu'il demeurât convaincu que la jalousie était un sentiment honteux et qu'il fallait avoir confiance, il sentait qu'il se trouvait en face d'une situation illogique et absurde, et il ne savait que faire. Alexis Alexandrovitch se trouvait en face de la vie, de la possibilité pour sa femme d'aimer un autre homme que lui. Et cela lui semblait absurde et incompréhensible, parce que c'était la vie elle-même. Alexis Alexandrovitch avait toujours vécu et travaillé dans les sphères administratives, qui n'avaient affaire qu'au reflet de la vie. Chaque fois qu'il s'était heurté à la vie elle-même, il s'en était éloigné. Aujourd'hui, il éprouvait un sentiment semblable à celui d'un homme qui franchit tranquillement un abîme sur le pont, et qui découvre brusquement que le pont est démoli et qu'il y a un gouffre à ses pieds. Le gouffre, c'était la vie elle-même. Le pont, la vie artificielle qu'avait vécue Alexis Alexandrovitch. Pour la première fois, il entrevoyait la possibilité pour sa femme de s'éprendre d'un autre homme, mais il était épouvanté. Sans se déshabiller, il arpentait de son pas régulier le parquet sonore de la salle à manger, éclairé par une seule lampe. Le tapis du salon obscur, où la lumière se réfléchissait sur un portrait de lui, exécuté récemment, pendu au-dessus du divan, et le cabinet de sa femme où brûlaient 2 bougies, baignant de leur lueur les portraits de ses parents, de ses amis, et les jolis bibelots familiers de son secrétaire. Par la chambre d'Anna, il gagnait la porte de la chambre à coucher, et faisait demi-tour. Pendant sa promenade, le plus souvent sur le parquet de la salle à manger éclairée, il s'arrêtait et se disait « Oui, il faut absolument prendre un parti, couper court à cela, lui faire connaître ma manière de voir et ma décision. » Et il revenait sur ses pas. Mais que lui dire? Quelle décision prendre? Se disait-il dans le salon, sans trouver de réponse. Enfin, se demandait-il, avant de faire demi-tour dans le bureau d'Anna. Qu'est-il donc arrivé? Rien. Elle a parlé longtemps avec lui, et après. Il ne manque pas de gens à qui une femme peut adresser la parole dans le monde. Puis, être jaloux serait humiliant pour elle et pour moi. Et ce raisonnement qui jadis avait tant de poids pour lui, semblait maintenant sans portée. Et il tournait à la porte de la chambre à coucher pour revenir dans la salle à manger. Mais dès qu'il pénétrait dans le salon sombre, une voix lui disait qu'il en allait autrement, et que si d'autres l'avaient remarqué, c'est qu'il se passait quelque chose. Et il se répétait dans la salle à manger, « Oui, il faut absolument prendre un parti, une décision, et lui faire connaître ma manière de voir. » Et Eurochef, dans le salon, avant de se retourner, il se demandait « Que décider ?» Puis il se demandait « Qu'est-il arrivé ?» Et il répondait « Rien. » Et se répétait que la jalousie était un sentiment humiliant pour une femme, mais dans le salon, il sentait renaître la conviction qu'il était arrivé quelque chose. Ses pensées, comme son corps, parcouraient un cercle complet sans jamais se heurter à rien de nouveau. Il s'en aperçut, passa la main sur son front et s'assit dans le cabinet d'Anna. Là, en regardant le secrétaire de sa femme, le buvard de malachite, un billet commençait. Ses réflexions prirent soudain un autre cours. Il se mit à penser à elle, au fait qu'elle pensait et sentait. Pour la première fois, il se l'imagina avec une vie personnelle, des pensées, des désirs. Et l'idée qu'elle pouvait et devait avoir une vie propre lui parut si terrifiante qu'il se hâta de la repousser. C'était là, le gouffre où il redoutait de plonger ses regards. Se transporter par la pensée et le sentiment dans un autre être était une démarche
de l'esprit étrangère à Alexis Alexandrovitch. Il tenait cette démarche de l'esprit pour nuisible, dangereuse et chimérique. Le plus terrible, songea-t-il, c'est que cette inquiétude absurde s'abat sur moi juste au moment où mon ouvrage touche à son terme. Il songeait à un projet qu'il voulait faire adopter, où j'aurais besoin de toute ma tranquillité et de toutes mes forces. Mais que faire ? Je ne suis pas de ces gens qui endurent des alarmes sans avoir la force de les regarder en face. Il faut réfléchir, prendre une décision, et n'y plus penser, dit-il à haute voix. Essayez de deviner ses sentiments, ce qui se passe et peut se passer dans son âme. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de sa conscience, et cela ressort à la religion, se dit-il, tout soulagé d'avoir découvert la loi à laquelle était soumis l'incident qui venait de surgir. Donc, se disait Alexis Alexandrovitch, la question de ses sentiments est une question de conscience dont je n'ai pas à me mêler. Mon devoir se dessine clairement en tant que chef de famille. Je dois la diriger. Et j'ai par conséquent une part de responsabilité. Je dois lui montrer les dangers que j'aperçois, la mettre en garde, et au besoin faire usage de mon autorité. Il faut que je lui expose tout cela. Et dans l'esprit d'Alexis Alexandrovitch se formulait clairement tout ce qu'il allait dire maintenant à sa femme. Tout en méditant sur ce qu'il allait dire, il déplorait d'être obligé, si mal à propos, d'employer son temps et les ressources de son esprit à un usage domestique. Néanmoins, la forme et le plan de son discours se fixaient dans sa tête avec la clarté et la précision d'un rapport. Voici ce qu'il faut que je lui fasse comprendre. Premièrement, explication de l'importance de l'opinion publique et des convenances. Deuxièmement, explication religieuse de la signification du mariage. Troisièmement, si c'est nécessaire, indication des malheurs pouvant survenir pour son fils. Quatrièmement, allusion à son malheur propre. Et Alexis Alexandrovitch joignit les mains, en faisant craquer les articulations de ses doigts. Ce geste, une mauvaise habitude, le calmait toujours et lui procurait l'équilibre dont il avait tellement besoin en ce moment. On entendit le roulement d'une voiture qui approchait du perron. Alexis Alexandrovitch s'arrêta au milieu de la salle à manger. Des pas de femme montaient l'escalier. Alexis Alexandrovitch, prêt à pérorer, se tenait debout, pressant ses mains croisées, dans l'espoir de les faire craquer. Une des jointures craqua. Au bruit des pas légers dans l'escalier, il sentit l'approche d'Anna. Et quoiqu'il fût satisfait de son discours, il eut peur de l'explication qui allait avoir lieu. Chapitre 9. Anna marchait, la tête baissée, jouant avec les glands de son capuchon. Son visage rayonnait, mais ce n'était pas la joie. C'était plutôt la lueur terrible d'un incendie par une nuit sombre. Lorsqu'elle aperçut son mari, elle releva la tête et lui sourit, comme si elle sortait d'un songe. « Tu n'es pas au lit ? Quel miracle !» se dit-elle, en ôtant son pachlik. Et, sans s'arrêter, elle se rendit dans son cabinet de toilette. « Il est temps. Alexis Alexandrovitch, lui dit-elle, derrière la porte. « Anna, j'ai à te parler. »« À moi ?» dit-elle avec étonnement. Elle sortit et le regarda. « Que se passe-t-il ? À quel propos ?» lui demanda-t-elle en s'asseyant. « Parlons, si c'est nécessaire. Mais nous ferons mieux d'aller dormir. » Anna disait ce qui lui venait aux lèvres et s'étonnait elle-même, en s'écoutant, de sa faculté de mentir. Comme ses paroles étaient simples, naturelles, et comme elle passait réellement à avoir envie de dormir. Elle se sentait revêtue d'une cuirasse impénétrable de mensonges, et il lui semblait qu'une force invisible la soutenait. « Anna, je dois te mettre en garde, » disait-il. « Me mettre en garde ? Contre quoi ?» Elle le regardait d'un air si naïf et si gai
que quiconque l'eût moins bien connu que son mari n'eût rien pu voir de forcé, ni dans le son de sa voix, ni dans ses paroles. Mais pour lui, qui la connaissait, qui savait que, lorsqu'il se couchait 5 minutes plus tard, elle s'en apercevait et lui demandait la raison. Pour lui, qui savait qu'elle lui faisait part, aussitôt de toutes ses joies et de tous ses chagrins, le fait qu'elle refusât de tenir compte de l'état où il se trouvait, qu'elle refusât de parler d'elle-même, prenait une grande importance. Il voyait que le fond de son âme, qui autrefois lui était toujours ouvert, lui était maintenant fermé. Bien plus, il voyait à son tour qu'elle n'éprouvait pas le moindre trouble, et lui parlait avec une sincérité apparente. Oui, son âme lui était fermée. Il devait en être ainsi. Il en serait désormais ainsi. Il éprouvait en cet instant un sentiment analogue à celui d'un homme qui, revenant chez lui, trouve sa maison fermée. Peut-être retrouvera-t-on la clé, songea Alexis Alexandrovitch. Je veux te mettre en garde, commença-t-il d'une voix douce, contre l'imprudence et la légèreté avec laquelle tu donnes prétexte à parler de toi dans le monde. Ta conversation trop animée ce soir avec le comte Vronsky, il prononça ce long, lentement, après une pause, a attiré l'attention sur toi. En parlant, il regardait ses yeux rieurs, dont l'impénétrabilité l'effrayait maintenant. Et il sentait toute l'inutilité et la vanité de ses paroles. « Tu es toujours le même, » répondit-elle, comme si elle ne le comprenait décidément pas, et ne retenant à dessein de tout ce qu'il lui avait dit que les derniers mots. « Tu n'aimes pas que je m'ennuie, et tu n'aimes pas non plus que je m'amuse. Je ne me suis pas ennuyé ce soir. C'est cela qui te blesse ?» Alexis Alexandrovitch tressaillit et joignit ses mains pour les faire craquer. « Ah, je t'en prie, laisse tes mots. C'est tellement désagréable, » dit-elle. « Anna, laisse-toi, » dit Alexis Alexandrovitch d'une voix contenue, en faisant un effort pour tenir ses mains tranquilles. « Mais qu'y a-t-il donc ?» dit-elle avec un étonnement comique et sincère. « Que veux-tu de moi ?» Alexis Alexandrovitch garda le silence et se passa la main sur les yeux et sur le front. Il voyait qu'au lieu de rester fidèle à son dessein, c'est-à-dire de mettre sa femme en garde contre une faute aux yeux du monde, il s'était inquiété malgré lui de ce qui se passait dans sa conscience et se heurtait à un obstacle imaginaire. « Voici ce que je voulais te dire, » reprit-il froidement et calmement. « Je te prie de m'écouter jusqu'au bout. Comme tu le sais, je tiens la jalousie pour un sentiment offensant et dégradant, et jamais je ne me permettrai de me laisser mener par ce sentiment. Mais il existe certains principes de bienséance auxquels on ne peut déroger impunément. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui en ai fait l'observation, et j'en juge par l'impression produite sur la société. Tout le monde a remarqué que tu ne t'étais pas tenu tout à fait comme on pouvait le désirer. » « Je n'y comprends décidément rien, » dit Anna en haussant les épaules. « Cela lui est parfaitement égal, mangea-t-elle. Ce qui l'inquiète, c'est l'opinion du monde. »« Tu dois être souffrant, Alexis Alexandrovitch, » poursuivit-elle. Elle se leva et voulut sortir, mais il se porta en avant, comme pour l'arrêter. Jamais Anna ne lui avait vu un visage si sombre et si déplaisant. Elle s'arrêta et, en versant la tête en arrière de côté, elle commença d'une main preste à retirer ses épingles à cheveux. « Eh bien, j'écoute, » dit-elle tranquillement, d'un ton railleur. « J'écoute même avec intérêt, car je voudrais bien comprendre de quoi il s'agit. » Elle parlait et s'étonnait du ton naturel, calme, et juste de sa voix, et du choix des mots qu'elle employait. « Je n'ai pas le droit d'entrer dans tous les détails de tes sentiments, et, de façon générale, j'estime que c'est inutile, et même nuisible, » commença Alexis Alexandrovitch. « En fouillant dans notre âme, nous en extrayons souvent ce qui y serait demeuré inaperçu. Les sentiments ne regardent que toi et ta conscience, mais je suis obligé vis-à-vis de toi, de moi, et vis-à-vis de Dieu, de te rappeler tes devoirs. Nos vies ont été unies non par les hommes, mais par Dieu.
Un crime seul peut rompre ce lien, et un crime de cette sorte entraîne un châtiment. Je n'y comprends rien, et, pour comble de malheur, j'ai terriblement sommeil, dit-elle, en passant une main légère dans ses cheveux pour en retirer les dernières épingles. Anna, au nom du ciel, ne parle pas ainsi, dit-il doucement. Peut-être que je me trompe, mais crois que ce que je te dis, je te le dis autant pour moi que pour toi. Je suis ton mari et je t'aime. Pour un bref instant, le visage d'Anna se détendit et la lueur ironique de son regard se voila. Mais le mot « je t'aime » ranima son indignation. Elle songea. Aimer? Est-il capable d'aimer? S'il n'avait pas entendu parler de l'amour, il n'emploierait jamais ce mot. Il ne sait même pas ce que c'est l'amour. Alexis Alexandrovitch, vraiment, je ne comprends rien, dit-elle. Explique-moi ce que tu trouves. Attends, laisse-moi parler. Je t'aime. Mais je ne parle pas de moi. Les principaux intéressés ici sont notre fils et toi-même. Il est fort possible, je le répète, que mes paroles te paraissent déplacées et parfaitement inutiles. Peut-être sont-elles le fruit d'une aberration. Dans ce cas, je te prie de m'excuser. Mais si tu sens toi-même qu'elles ont le moindre fondement, je te supplie de réfléchir et, si le cœur t'en dit, de t'ouvrir à moi. Alexis Alexandrovitch, sans s'en apercevoir, disait tout autre chose de ce qu'il avait préparé. Je n'ai rien à te dire. Et d'ailleurs, dit-elle soudain, précipitamment, en retenant avec peine un sourire, il est vraiment temps de dormir. Alexis Alexandrovitch poussa un sourire et un soupir, et, sans plus rien dire, se dirigea vers la chambre à coucher. Lorsqu'elle y entra à son tour, il était déjà dans son lit. Il pinçait les lèvres d'un air sévère et ne la regardait pas. Anna se coucha, s'attendant à chaque instant à ce qu'il lui adressât la parole. Elle craignait ce qu'il allait dire, et en même temps, elle le désirait. Mais il gardait le silence. Elle attendit longtemps, sans bouger, et finit par oublier son mari. Elle songeait à l'autre, le voyait, et sentait à cette pensée son cœur s'emplir de trouble et de joie coupable. Soudain, elle entendit un ronflement calme et régulier. Au premier moment, Alexis Alexandrovitch, comme effrayé par son propre ronflement, s'arrêta. Mais, après 2 respirations, le ronflement reprit, plus calme et plus régulier. Trop tard maintenant, il est trop tard, murmura-t-elle avec un sourire. Elle resta longtemps immobile, les yeux ouverts, et croyant les sentir briller dans l'obscurité. Chapitre 10. Daté de ce jour, une vie nouvelle commença pour Alexis Alexandrovitch et pour sa femme. Il n'arriva rien de particulier. Anna, comme toujours, allait dans le monde, le plus souvent chez la princesse Betsy, et rencontrait partout Vronsky. Alexis Alexandrovitch s'en rendait compte, il ne pouvait rien faire. À toutes ses tentatives pour la mener à une explication, elle opposait le mur impénétrable d'une incompréhension enjouée. Les apparences restaient les mêmes, mais intérieurement, leur rapport avait complètement changé. Alexis Alexandrovitch, si fort quand il s'agissait des affaires de l'État, se sentait ici impuissant. Pareil à un taureau, il attendait la tête baissée avec résignation le coup qui allait le frapper. Chaque fois qu'il commençait à y penser, il sentait qu'il fallait faire une dernière tentative, qu'avec de la bonté, de la tendresse, de la persuasion, il y avait encore un espoir de la sauver, de la forcer à ouvrir les yeux, et chaque jour, il se disposait à lui parler. Mais chaque fois qu'il commençait à lui parler, il sentait que l'esprit de ruse et de malice qui s'était emparé d'elle prenait possession de lui à son tour, et il disait tout autre chose,
et sur un tout autre ton que celui qu'il désirait prendre. Il adoptait malgré lui avec elle ce ton habituel de raillerie, par lequel il semblait se moquer de ceux qui parlaient réellement ainsi. Et, sur ce ton, il était impossible de lui dire ce qu'il aurait fallu lui dire. Chapitre 11. Ce qui, près d'un an, avait été pour Vronsky l'unique désir, remplaçant tous les autres, ce qui pour Anna avait été un rêve de bonheur impossible, terrifiant, et d'autant plus enchanteur. Ce rêve s'était réalisé. Pâle, la mâchoire inférieure tremblante, il se tenait debout, penché sur elle, et la suppliait de se calmer, sans savoir pourquoi, ni comment. « Anna, Anna !» disait-il d'une voix tremblante. « Anna, au nom du ciel !» Et plus il élevait la voix, plus elle baissait sa tête, humiliée. Jadis fière et joyeuse, elle se penchait de tout son corps et glissait du divan où elle était assise, sur le plancher, à ses pieds. Elle serait tombée sur le tapis s'il ne l'avait soutenue. « Mon Dieu, pardonne-moi !» disait-elle en sanglotant et en pressant les mains de Vronsky contre sa poitrine. Elle se sentait si criminelle et si coupable qu'il ne lui restait qu'à s'humilier et à demander pardon. Maintenant, elle n'avait plus que lui au monde. Aussi, était-ce de lui qu'elle implorait son pardon. En le regardant, elle ressentait physiquement son humiliation et ne pouvait rien dire d'autre. Quant à lui, il éprouvait ce que doit éprouver un meurtrier lorsqu'il voit le corps auquel il a retiré la vie. Ce corps privé de vie était leur amour, la première période de leur amour. Il y avait quelque chose de terrible et d'odieux à se rappeler ce qu'ils avaient payé au prix de leur honte. La honte de sa nudité morale étouffait Anna et se communiqua à Vronsky. Mais, malgré l'horreur du meurtrier devant le corps de sa victime, il lui faut couper ce corps en morceaux, le faire disparaître, profiter de son crime. Et le meurtrier se jette sur ce corps avec acharnement, comme avec passion. Il l'entraîne pour le mettre en pièces. Ainsi faisait Vronsky, couvrant de baisers le visage et les épaules d'Anna. Elle lui tenait la main, sans bouger. Oui, ces baisers, elle les avait achetés au prix de cette honte. Oui, cette main m'appartient pour toujours, et celle de mon complice. Elle souleva cette main et la baisa. Il se laissa tomber à genoux et voulut voir son visage, mais elle le cachait et ne disait rien. Enfin, comme si elle faisait un effort sur elle-même, elle se leva et le repoussa. Son visage était toujours aussi beau, et il n'en inspirait qu'une pitié plus grande. « Tout est fini, dit-elle. Il ne me reste plus que toi. Souviens-t'en. Puis-je oublier ce qui fait ma vie, pour une minute de bonheur? Quel bonheur, dit-elle avec une horreur mêlée de dégoût. Il se sentit gagné involontairement par cette horreur. Pour l'amour de Dieu, plus un mot, plus un mot. Elle se leva vivement et s'écarta de lui. Plus un mot, répéta-t-elle, et avec une expression de froid désespoir qui lui parut étrange, elle prit congé de lui. Elle sentait qu'en cet instant, elle ne pouvait exprimer à l'aide de mots ce sentiment de honte, de joie et d'horreur qu'elle éprouvait avant d'entrer dans cette nouvelle vie. Et elle préférait ne rien dire que de rabaisser ce sentiment avec des mots impropres. Mais plus tard, le lendemain et le surlendemain, non seulement elle ne trouva pas les mots grâce auxquels elle aurait pu exprimer toute la complexité de ses sentiments, mais elle ne trouvait même pas de pensée qui l'aidasse vis-à-vis d'elle-même à tirer au clair ce qui se passait dans son âme. Elle se disait « Non, maintenant je ne peux pas penser à cela, plus tard, quand j'aurai retrouvé le calme. » Et ce calme de l'esprit ne vint jamais. Chaque fois qu'elle entrevoyait ce qu'elle avait fait, ce qui lui arriverait, ce qu'elle devrait faire,
Elle était prise de terreur et elle chassait ses pensées. Plus tard, disait-elle, quand je serai plus calme. Par contre, en rêve, lorsqu'elle n'avait plus de prise sur ses pensées, sa situation lui apparaissait dans toute son affreuse nudité. Elle faisait presque chaque nuit le même rêve. Elle rêvait qu'ils étaient tous les deux ses maris et qu'ils lui prodiguaient tous deux leurs caresses. Alexis Alexandrovitch pleurait en lui baisant les mains et disait « Comme tout est bien maintenant ». Alexis Vronsky était là aussi, et il était lui aussi son mari. Et elle s'étonnait que cela lui parût autrefois impossible. Elle leur expliquait, en riant, que c'était beaucoup plus simple, et qu'ils étaient maintenant tous deux heureux et contents. Mais ce rêve l'oppressait comme un cauchemar, et elle se réveillait dans l'épouvante. Chapitre 12. Les premiers temps qui suivirent son retour de Moscou, chaque fois que Lévin frissonnait et rougissait au souvenir de l'ignominie de refus, il se disait « J'ai rougi et frissonné de la sorte, m'estimant à jamais perdu lorsque j'ai reçu à mon examen de physique et ai dû redoubler la seconde classe. Je me suis cru perdu lorsque j'ai compromis l'affaire de ma sœur qu'on m'avait confiée. Et après, maintenant que les années ont passé, je m'étonne que cela ait pu m'affecter autant. Il en sera de même de ce chagrin. Le temps passera et j'y deviendrai indifférent. Mais 3 mois s'étaient écoulés, et il ne devenait pas indifférent. Ce souvenir restait aussi douloureux que les premiers jours, et il ne pouvait retrouver la paix, car, après avoir si longtemps rêvé à une vie de famille, s'y être senti si bien préparé, il n'était cependant pas marié, et se trouvait même plus éloigné que jamais du mariage. C'était de façon maladive qu'il sentait, de même que son entourage, qu'il était mauvais pour un homme de son âge de vivre seul. Il se souvenait qu'avant son départ pour Moscou, il avait dit un jour à son vacher, Nicolas, homme simple, avec qui il aimait parler à l'occasion, « Tu sais, Nicolas, j'ai envie de me marier. » Et que Nicolas lui avait répondu vivement, comme pour une question qui ne souffrait aucun doute. Il y a longtemps que cela devait être fait, Constantin Dmitritch. Et maintenant, le mariage était plus éloigné de lui qu'il ne l'avait jamais été. La place était prise et lorsqu'il mettait en imagination à cette place une des jeunes filles qu'il connaissait, il sentait que c'était absolument impossible. Outre cela, le souvenir du refus et du rôle qu'il avait joué le torturait. Il avait beau se dire qu'il n'était nullement coupable, ce souvenir, à l'égal des souvenirs honteux du même genre, le faisait frissonner et rougir. Il y avait dans son passé, comme chez tout homme, de mauvaises actions, le reconnaissait comme tel, et au sujet duquel sa conscience aurait dû le tourmenter. Or, le souvenir de ces mauvaises actions ne le tourmentait pas de loin autant que ses souvenirs futiles, mais honteux. Ces blessures-là ne se cicatrisaient jamais. Et sur le même rang que ses souvenirs s'alignait maintenant le refus et l'aspect piteux qu'il avait dû présenter aux autres ce soir-là. Le souvenir et le travail accomplissaient leurs œuvres. Les souvenirs pénibles étaient peu à peu recouverts par les événements imperceptibles mais importants de la vie à la campagne. Chaque semaine, il pensait plus rarement à Kitty. Il attendait avec impatience la nouvelle de son mariage, espérant que cette nouvelle le guérirait tout à fait, comme l'extraction d'une dent. Cependant, le printemps était arrivé, beau, amical, sans attente ni traîtrise, un de ces rares printemps dont se réjouissaient à la fois les plantes, les animaux et les hommes. Ce beau printemps exalta Lévin encore davantage, et l'affermit dans la résolution d'abjurer tout le passé, afin d'organiser solidement, et en dehors de toute dépendance, sa vie solitaire. Quoiqu'une grande partie des plans avec lesquels il était revenu à la campagne ne fussent pas exécutés, le point essentiel, la pureté de mœurs, avait été observé. Il n'éprouvait plus cette honte qui ordinairement le torturait après la chute, et il pouvait regarder hardiment les gens dans les yeux.
En février, il avait reçu une lettre de Marie Nikolaïevna qui lui annonçait que la santé de son frère Nicolas avait empiré, mais qu'il ne voulait pas se soigner. Lévin était aussitôt parti pour Moscou et avait réussi à convaincre son frère de consulter un docteur et d'aller au zoo, à l'étranger. Il avait si bien réussi à persuader son frère et à lui prêter de l'argent pour son voyage, sans le froisser, que sous ce rapport il était fort content de lui. Outre l'administration de son domaine qui exigeait une sollicitude particulière pendant le printemps, et outre la lecture, Lévin avait commencé cet hiver un ouvrage sur l'agriculture, où il partait de cette idée que le caractère de l'ouvrier agricole était une donnée aussi absolue que le climat et le sol, et que, par conséquent, toutes les thèses scientifiques ayant pour objet l'agriculture ne devaient s'appuyer non seulement sur des données du climat et du sol, mais aussi sur celles du caractère connu et immuable du travailleur agricole. Si bien qu'en dépit de sa solitude, ou par suite de sa solitude, sa vie était très remplie. De temps en temps, il éprouvait le désir de communiquer les pensées qui lui passaient par la tête à un autre interlocuteur qu'Agathe Mikhailovna, car il lui arrivait fréquemment de disserter devant elle sur la physique, l'agriculture et surtout la philosophie. La philosophie était le sujet préféré d'Agathe Mikhailovna. Le printemps fut long à venir. Le temps avait été froid et clair pendant les dernières semaines du carême. Le jour, la neige fondait au soleil, et la nuit, on descendait jusqu'à 7 degrés en dessous du zéro. La croûte de glace était si épaisse qu'il n'y avait plus de chemin pour les charrois. La campagne était blanche pour le jour de la résurrection. Puis, brusquement, le lundi de Pâques, un vent chaud souffla. Des nuées s'amoncelèrent et une pluie tiède et orageuse tomba pendant 3 jours et 3 nuits. Le jeudi, le vent tomba et un épais brouillage gris se répandit sur la terre, comme pour cacher les mystères des transformations qui s'accomplissaient dans la nature. Au sein de ce brouillard, les eaux se frayaient un passage. Les glaces craquaient et se mettaient en marche. Les torrents écumeux reprenaient leur course rapide. Le lundi de Quasimodo, sur le soir, le brouillard se dissipa. Les nuées se dispersèrent comme un troupeau de moutons et, sous le ciel nettoyé, un vrai printemps apparut. Le lendemain matin, le soleil éclatant dévora à son lever la mince couche de glace qui recouvrait les eaux, et l'air tiède frémit tout entier sous les effluves qui montaient de la terre rendue à la vie. L'herbe ancienne reverdit, l'herbe nouvelle pointa ses aiguilles à la surface du sol. Les bourgeons de l'aubier, les groseilliers et du bouleau gluant aux senteurs capiteuses se gorgèrent de sève, et autour des saules baignés d'une lumière dorée, les abeilles retirées de la hutte de branchage où on les remisait pour l'hiver reprirent leurs ébats en bourdonnant. Les alouettes invisibles déversaient leurs chants au-dessus des prairies veloutées et des chaumes couverts de glace. Les vanneaux se mirent à pleurer leurs vallons et leurs marais inondés par les eaux de crue attardées sur les rives. Dans les nues passaient les grues et les oies sauvages, lançant leurs cris de printemps. Le bétail pelé, dont le poil n'avait pas encore repoussé que par endroits, beuglait en se rendant au pâturage. Des agneaux aux pattes fléchissantes gambadaient autour des brebis bêlantes, qui perdaient leur laine. Les gamins agiles couraient le long des sentiers où séchait la trace de leurs pieds nus. Les voix joyeuses des femmes retentissaient près de l'étang où elles blanchissaient leurs toiles et, dans les cours résonnaient les haches des moujiks, réparant les charrues et les herses. Le vrai printemps était arrivé. Chapitre 13. Lévin enfila ses grandes bottes, remplaça pour la première fois sa pelisse par un veston de drap et partit faire le tour de ses terres, enjambant les ruisseaux aveuglants sous le soleil et posant le pied tantôt sur un morceau de glace, tantôt dans une boue gluante. Le printemps est l'époque des plans et des projets. En sortant, Lévin, comme un arbre au printemps qui ignore encore jusqu'où et comment
cloîtrons, ses jeunes pousses et ses rameaux enfermés dans des bourgeons remplis de sève, ne savait pas très bien lui-même ce qu'il allait entreprendre en premier dans ce domaine qu'il aimait tant. Mais il sentait qu'il était plein de plans et de projets excellents. Avant tout, il alla visiter le bétail. Les vaches avaient été lâchées dans l'enclos et chauffées au soleil, leurs poils luisants en train de repousser, beuglant et demandant à être menées dans les champs. Après avoir admiré ces bêtes qui lui étaient familières jusque dans les moindres détails, Lévin ordonna de les conduire dans les champs et de faire sortir les veaux dans l'enclos. Le berger courut gaiement se préparer au départ. Les vachères, poussant leurs jupes, leurs pieds nus encore blancs pataugeant dans la boue, couraient avec des gaules derrière les veaux mugissants, tous étourdis par la joie du printemps, et les ramenaient dans la cour. Lévin contempla les jeunes bêtes de l'année, qui étaient d'une beauté peu commune. Les plus âgées avaient déjà la taille d'une vache ordinaire, et la fille de Pava, à 3 mois, était aussi forte qu'une bête d'1 an. Puis, il ordonna d'apporter l'auge dehors, et de leur verser leur foin dans les râteliers. Mais ceux-ci, construits cet automne et restés inutilisés en hiver, étaient endommagés. Lévin envoya chercher le charpentier qui avait été requis pour réparer la batteuse. Or, l'on découvrit que le charpentier était en train de réparer les herses qui auraient dû être mises en état pour les jours gras. Lévin en ressentit de l'humeur. Il était navré de se heurter encore à cette éternelle incurie, contre laquelle il luttait de toutes ses forces depuis tant d'années. Les râteliers, inutiles en hiver, avaient été transportés dans l'écurie. Les chevaux de trait, ou, construits légèrement pour les veaux, ils avaient été brisés. Outre cela, les herses et tous les instruments aratoires qui devaient être inspectés et remis en état dès l'hiver, on avait dans ce but engagé 3 charpentiers, n'avaient pas été touchés, et l'on travaillait aux herses maintenant qu'il aurait fallu émoter. Lévin envoya quérir l'intendant, et partit bientôt lui-même à sa recherche. L'intendant, resplendissant comme tout en ce jour, dans une touloupe courte bordée d'agneaux, arriva de l'enclos de battage en brisant un fétu de paille dans ses mains. « Pourquoi le charpentier n'est-il pas à la batteuse ? » ?»« Oui, je voulais vous le dire hier, il faut réparer les herses. Voici le temps du labeur. Qu'avez-vous donc fait cet hiver ? Et pourquoi avez-vous besoin d'un charpentier ? Où sont les râteliers portatifs pour les veaux ? J'ai dit de les sortir. Que voulez-vous faire avec cette engeance ? Dit l'intendant avec un geste de découragement. Ce n'est pas à cette engeance que je m'en prendrai, mais à l'intendant, dit Lévin en éclatant. Pourquoi est-ce que je vous paye ? Cria-t-il. Mais, en se souvenant que ce n'était pas là le moyen d'arranger les choses, il s'arrêta au milieu de sa harangue et se borna à pousser un soupir. Alors, peut-on semer ? Demanda-t-il après un silence. On pourra semer derrière Tourquino, demain ou après-demain. Et le trèfle ? J'ai envoyé Basile et Mishka le semer, mais je ne sais s'ils passeront. Il y a de la boue. Sur combien d'arpents ? 6. Pourquoi pas partout ? Cria Lévin. On eût ensemencé seulement 6 arpents de trèfle et non 20, était encore plus contrariant. Le trèfle, et théoriquement et suivant sa propre expérience, ne vient bien que lorsqu'il avait été semé très tôt, presque sur la neige. Jamais Lévin n'avait pu l'obtenir. Nous manquons de bras. Que voulez-vous faire avec ces gens-là ? Il y en a 3 qui ne sont pas venus, et Simon, vous auriez pu les dispenser de décharger la paille. C'est ce que j'ai fait. Où sont-ils alors ? Il y en a 5 à la compote. Je voulais dire compost. 4 à l'avoine, qu'on change de place. J'ai bien peur qu'elle ne s'échauffe. Constantin Dmitrich Lévin savait parfaitement ce que « j'ai bien peur qu'elle ne s'échauffe » voulait dire. Que l'avoine de semence anglaise s'était échauffée une fois de plus. On avait négligé ses ordres. « Mais ne vous ai-je pas dit pendant le carême qu'il fallait poser des cheminées » cria-t-il. « Ne vous inquiétez pas, tout sera fait à temps. » Lévin agita les bras de colère, alla aux granges, regarder l'avoine et revint à l'écurie. L'avoine n'était pas encore abîmée, mais les ouvriers la jetaient par pelletées,
alors qu'il aurait fallu la verser directement à l'étage inférieur. Il donna des ordres en conséquence et se retira. 2 hommes de là pour les envoyer au trèfle. Sa fureur contre son intendant s'apaisa. La journée était si belle qu'il était impossible de se fâcher. « Ignace !» cria-t-il à son cocher qui, les manches retroussées, lavait la voiture à grande eau près du puits. « Selle-moi un cheval. »« Lequel ?»« Colpic. »« À vos ordres. » Pendant qu'on sellait son cheval, Lévin appela l'intendant qui tournait dans les parages pour faire la paix avec lui et commença à lui parler des travaux de printemps et de ses nouveaux projets. Il fallait charrier le fumier plus tôt, afin que tout soit terminé avant la première fauchaison. Labourer à la charrue le temps le plus éloigné pour le garder en jachère. Rentrer la moisson avec des ouvriers, et non de compte à demi avec les paysans. L'intendant écoutait avec attention, et visiblement faisait un effort pour approuver les projets de son maître. Mais il avait cet air abattu et découragé que Lévin connaissait bien, et qui l'exaspérait toujours. Cet air disait « Tout cela est bel et bon, pourtant il en sera comme Dieu voudra. » Rien ne pouvait irriter Lévin autant que ce ton. Il était commun à tous les intendants qui avaient passé à son service. Tous avaient cette même attitude lorsqu'il parlait de ses projets. Aussi, ne s'en fâchait-il plus. Seulement il en était peiné, et se sentait encore plus incité à lutter avec cette force élémentaire qu'il ne pouvait appeler autrement que « il en sera comme Dieu voudra », et qui, à tout instant, lui barrait le passage. « Espérons que nous y arriverons, Constantin Dmitrich. Et pourquoi pas? Il faut embaucher encore une 15aine d'hommes, et ils se font rares. Aujourd'hui, il en est venu, il demande 70 roubles pour l'été. » Lévin garda le silence. C'était toujours cette force qui contrecarrait ses desseins. Il savait que, quelques efforts qu'ils fissent, ils ne pouvaient jamais embaucher plus de 38 ouvriers à un prix raisonnable. On arrivait quelquefois à 40, jamais au-delà. Et pourtant, ils ne pouvaient abandonner la lutte. Envoyez à Souris, à Tchefirovka. Si les hommes ne se présentent pas, il faut chercher. Ça, oui, on peut toujours le faire, dit mollement Basile Fédorovitch. À ce propos, les chevaux sont affaiblis. Nous en rachèterons. Je sais bien, ajouta-t-il en riant, que vous en ferez toujours le moins possible et le plus mal possible. Mais cette année, je ne vous laisserai pas agir à votre guise. Je ferai tout moi-même. Vous ne dormez cependant déjà pas beaucoup. Pour nous, c'est plus gai d'être sous l'œil du maître. Ainsi, on sème le trèfle derrière la boulée. Je vais y jeter un coup d'œil, dit-il, en montant sur le petit cheval Isabelle que lui avait amené le cocher. Vous ne passerez pas les ruisseaux, Constantin Dmitrich, cria le cocher. Bon, alors, je prendrai par le bois. Et, à l'amble rapide de son bon petit cheval qui, dans sa joie d'être sorti de l'écurie, reniflait toutes les mares et tirait sur les rênes, Lévin traversa la cour boueuse, passa le portail et gagna les champs. Si Lévin s'était senti joyeux dans l'étable et à la basse-cour, sa bonne humeur ne fit qu'augmenter en plein champ. Balancé en mesure par l'amble de la brave bête, aspirant l'air tiède auquel se mêlait un fond de fraîcheur, lorsqu'il traversait dans le bois des éboulements de neige poudreuse dont les traces s'étalaient encore ici et là. Il s'émerveillait devant chacun de ces arbres, la mousse neuve de son écorce et ses bourgeons gonflés. Lorsqu'il sortit du bois, un immense tapis d'herbage se déroula à sa vue. On n'y voyait ni pelade, ni lieu trempé, hormis quelques plaques de neige attardées dans les bas-fonds. Il ne s'irrita ni à la vue du cheval paysan et du jeune étalon qui piétinait ses prés. Il avait ordonné à un moujik croisé en chemin de les chasser, ni de la réponse sotte et railleuse du moujik Ipat qu'il avait rencontré et à qui il avait demandé « Alors, Ipat, on sème bientôt ?»« Il faut d'abord labourer, Constantin Dmitrich, » avait répondu Ipat.
Plus il avançait, plus il se sentait joyeux, et ses projets plus excellents l'un que l'autre se présentaient. Et des projets plus excellents l'un que l'autre se présentaient à son esprit. Planté à la limite méridionale de ces champs de jeunes arbres qui empêchaient la neige d'y séjourner trop longtemps, et divisé en 6 parcelles de terre à fumer et 3 parcelles de réserve pour les cultures fourragères. Élever les étables à la limite de ces champs et y creuser un étang. Pour l'amendement de ces terres, construire des clôtures portatives pour le bétail. On aurait alors 300 arpents de froment, 100 de pommes de terre et 50 de trèfles, sans épuiser nulle part le sol. Plongé dans ses rêves, conduisant prudemment son cheval à la lisière des champs pour ne pas piétiner les emblavures, il rejoignit les ouvriers qui sèmaient le trèfle. La télègue chargée de semences, au lieu de rester à la limite, avait pénétré dans les labours, et le blé d'automne avait été foulé par les roues et les sabots du cheval. Les 2 ouvriers étaient assis à l'enrayure, sans doute pour fumer une pipe commune. La terre mêlée aux graines de télègue n'avait pas été pétrie, et se présentait en petites mottes dures ou gelées. En apercevant le maître, Basile se dirigea vers la télègue, et Mishka se mit à semer. Tout cela était blâmable, mais Lévin se fâchait rarement contre les ouvriers. Lorsque Basile fut près de lui, Lévin lui ordonna de reconduire le cheval à l'entrée du champ. « Ça ne fait rien, maître. Ça repoussera, répondit Basile. « Ne discute pas, s'il te plaît, dit Lévin. Mais fais ce qu'on te dit. À vos ordres, répondit Basile. Il prit le cheval par la tête. Ça, c'est de la semence, Constantin Dmitrich, dit-il, pour rentrer en grâce. De première qualité. Mais c'est pas facile de marcher. On traîne un pouls à chaque pied. Pourquoi votre terre n'a-t-elle pas été passée au crible, dit Lévin. Nous la pétrissons, répondit Basile, en prenant une poignée de terre à semences et en la triturant entre ses paumes. Basile n'était pas coupable en l'occurrence, mais Lévin n'en était pas moins contrarié. Ayant déjà constaté à plusieurs reprises qu'il valait mieux étouffer son dépit et faire contre mauvaise fortune bon cœur, Lévin employa encore une fois ce moyen. Il observa la démarche de Mishka, traînant d'énormes mottes collées à chacun de ses pieds. Descendit de cheval, prit la sacoche de tilles de Basile et alla semer. « Où t'es-tu arrêté » Basile lui montra une marque du pied, et Lévin se mit à semer comme il pouvait. Il était aussi difficile d'avancer que dans un marais, et Lévin, au bout d'un sillon, était tout en nage. Il s'arrêta et rendit le semoir. « Dites, maître, il ne faudra pas me faire trop de reproches pour ce sillon-là, cet été, dit Basile. « Pourquoi » répondit gaiement Lévin, sentant déjà l'efficacité du moyen employé. « Vous verrez cet été. Il se remarquera. Regardez un peu où j'ai semé le printemps passé. Comme ça a poussé. C'est que moi, Constantin Dmitrich, je me donne autant de mal que pour mon propre père. Je n'aime pas mal faire, et je ne l'enseigne pas aux autres. Si le maître est content, nous le sommes aussi. » Quand on voit ça, dit Basile en montrant le champ, on est tout réjoui. Le printemps est beau, Basile. Si beau que les vieux ne se souviennent même pas d'en avoir vu un pareil. J'ai été chez nous. Le vieux a semé là-bas 30 boisseaux de froment. Il dit qu'on ne le distingue pas du seigle. Y a-t-il longtemps que vous semez du froment ? C'est vous-même qui nous l'avez recommandé l'autre année. Vous m'avez accordé 2 mesures. Nous avons vendu un setier et semé 30 boisseaux. Bon. Songe bien à pétrir les mottes, dit Lévin en retournant près de son cheval. Et surveille Mishka. Si le trèfle lève bien, tu auras 50 kopecks par arpent. Nous vous remercions humblement. Nous sommes déjà contents comme cela. Lévin remonta en selle et se rendit dans le champ où était le trèfle de l'année dernière et dans celui qu'on avait labouré pour le blé de printemps. Le trèfle venait bien. Il était complètement monté et verdissait et dru derrière les tiges brisées de blé de l'année dernière. Le cheval s'embourbait jusqu'au pâturon, et chacun de ses sabots se détachait de la terre à demi dégelée avec un bruit de ventouse. Il était absolument impossible de traverser les labours. Seul, le sol gelé demeurait résistant, mais dans les sillons, la bête enfonçait jusqu'au jarret.
Le labour était splendide. Dans 2 jours, on pourrait herser et semer. Tout était beau, tout était gai. Pour le retour, Lévin prit par les ruisseaux, espérant que l'eau avait baissé. De fait, il put traverser et effraya 2 canards. Il doit y avoir des bécasses, songea-t-il, et, juste au tournant devant sa maison, il rencontra un garde qui le confirma dans cette supposition. Lévin prit le trot afin d'avoir le temps de dîner et de préparer son fusil pour le soir.